Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici dans votre QG à Paris. Donc Chasson.com, c'est la deuxième année qu'on a la chance de vous rencontrer. Est-ce que vous avez déjà été à la chasse? Qu'est-ce que vous connaissez de la chasse et est-ce que vous avez des chasseurs autour de vous que vous connaissez? Alors non, je n'ai jamais chassé, mais j'avoue avoir autour de moi beaucoup de gens qui chassent. Et en premier lieu d'ailleurs mon garde du corps, hein, qui m'en parle à peu près tous les jours. Donc ça ne peut pas m'échapper, ainsi qu'un certain nombre évidemment de nos adhérents, de nos responsables, et puis de mes amis, hein, qui ont eu l'occasion de m'exposer et de me parler longuement de leur passion de la chasse. J'avais d'ailleurs eu jeune un livre qui m'avait beaucoup marqué, qui était un livre qu'un prof de français nous avait fait lire, qui s'appelait le roman de Miro, Chien de chasse, qui était déchirant. Voilà, mais c'est vrai que c'est là où on peut concevoir vraiment la passion que ça représente. Pas seulement d'ailleurs la chasse en elle-même, on sent bien qu'il y a autour de la chasse en même temps le côté tradition, en même temps la fraternité, l'amitié qui lie les gens qui participent à la chasse, l'amour de la nature, l'amour du plein air. Et puis c'est vrai, un vrai intérêt pour la préservation de la faune, pour les forêts, pour... voilà, donc j'ai ça, mais c'est assez présent. Oui, donc justement, vous m'avez devancé, les chasseurs depuis maintenant 4 à 5 ans sont assez attaqués. Est-ce que selon vous, pour autant, ils ont un vrai rôle pour vous d'acteurs de la biodiversité? Oui, bien sûr. Je pense que ce sont des acteurs centraux de la protection de nos espaces naturels. C'est une évidence. Enfin, je veux dire, ça ne date pas d'ailleurs d'aujourd'hui. C'est assez ancien. Je crois d'ailleurs que ce sont des chasseurs qui étaient à l'origine de la Ligue de protection des oiseaux. On sait très bien que si les chasseurs n'étaient pas là, il y a toute une série d'espaces naturels qui seraient quasiment inaccessibles en fait au public. C'est toute la problématique d'ailleurs du partage entre des usages, hein, notamment dans les forêts domaniales. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. L'Office national de la chasse était financé au départ par des chasseurs. Et c'est d'ailleurs assez cohérent parce que la réalité, c'est que cette tradition de la chasse ne peut perdurer que si précisément un équilibre est maintenu, l'équilibre de la biodiversité. Si cet équilibre n'est pas maintenu, alors eh bien, les chasses peuvent disparaître, ou alors soit parce qu'il y a trop d'animaux et bon, ça crée toute une série de dégâts, soit parce qu'il n'y en a plus assez, et à partir du moment où il n'y a plus assez d'animaux, ce sont les chasseurs qui en réalité sont également en fait les victimes de cette raréfaction. Donc je pense que ce sont des très bons connaisseurs d'ailleurs bien souvent. Ils sont encore une fois, ils ont un intérêt même personnel à ce qu'il y ait un maintien de cet écosystème sans lequel en tout cas leur passion ne peut pas exister, ne peut pas perdurer. On le voit d'ailleurs pour les forêts, même pour la vénerie, sur le long temps, sur la longue histoire, les veneurs ont eu un rôle, ça c'est incontestable, dans le maintien des domaines de forêt nationale. Mais encore une fois, je pense que ce qu'il faut, c'est que tout ça se sache. Je pense que moi mon objectif, si vous voulez, c'est d'essayer de faire en sorte de ne pas mettre face à face des comportements qui sont radicaux des deux côtés, c'est-à-dire radicaux anti-chasse d'un côté, radicaux pro-chasse de l'autre. Ce qu'il faut, c'est de se mettre autour de la table, ce qu'il faut, c'est discuter, c'est essayer de trouver les éléments les plus modérés pour réussir à trouver en même temps les moyens de protéger cette tradition, en même temps d'en éviter les abus, parce que parfois ça peut arriver aussi qu'il y ait des abus dans les comportements, dans les agissements qui ont lieu, et puis en même temps permettre aussi aux autres usagers, notamment des forêts, de pouvoir exercer leur hobby, de profiter aussi, je veux dire, de ces espaces sans être en risque, en fait. Yannick Jadot a dit il y a 3 mois que si demain il était élu, il interdirait la chasse le week-end, le mercredi
Et pendant les vacances scolaires, c'est quoi votre réaction? Oui, mais si on fait ça, je veux dire, en fait, on interdit à des centaines de milliers de personnes de pouvoir chasser parce qu'il y a énormément de chasseurs qui travaillent. Donc voilà, la seule possibilité qu'ils ont, c'est de chasser pendant les vacances. Enfin, en revanche, je pense qu'il faut vraiment qu'on se mette autour de la table pour trouver des règles, peut-être là encore une fois, au plus près, au niveau des départements, autour du préfet, pour permettre à tous les usagers, en fait, des forêts domaniales notamment, de pouvoir eh bien, exercer leur hobby, leur passion, sans se gêner les uns les autres. Donc pourquoi pas dans tel endroit, le samedi matin la chasse et le samedi après-midi pour les promeneurs, ou vice-versa. On peut trouver des... Enfin je veux dire, il faut arrêter de penser que c'est ou tout ou rien. On peut parfaitement, encore une fois, trouver les moyens pour que les familles puissent aller dans les forêts sans s'inquiéter de ne pas avoir vu tel ou tel panneau, et en même temps les chasseurs puissent chasser sans avoir cette inquiétude aussi, parce que je pense que c'est aussi une inquiétude de temps en temps pour les chasseurs de se dire mais bon, on est là et on ne sait pas qui est en train de se balader aussi dans la forêt, quoi. En fait, en France, on a 80% de la forêt qui est privée, 20% où ce sont des forêts domaniales. Et aujourd'hui, en fait, c'est déjà le cas, dans le sens où dans les forêts domaniales, on ne chasse pas le week-end, c'est uniquement en semaine, des jours bien précis. Et le problème qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, en interdisant potentiellement la chasse le week-end, le mercredi, etc., on va interdire à des gens de chasser qui sont eux-mêmes chez eux. Et on a ce problème aujourd'hui d'avoir une vraie confrontation, de se dire que les gens ont tout à fait le droit de se balader, mais les gens ont aussi le droit de chasser. Et en fait, alors là, il y a peut-être un vrai effort de communication par rapport à ça. Voilà, je pense d'abord, il y a un effort de communication à faire parce qu'encore une fois, il y a une distanciation aujourd'hui, il y a une perte de connaissance d'une grande partie des Français avec la ruralité, avec la chasse, avec ces règles. Donc il faut tenter de rapprocher les points de vue et puis dans la concertation, on peut toujours trouver les moyens. Voilà, le tout, c'est d'arrêter cette crispation très forte qui existe aujourd'hui et qui se fait au détriment en réalité de tout le monde. Je rebondis justement, j'ai eu au téléphone hier soir le directeur de la Fédération des chasseurs de l'Aude. Ils ont manifesté hier, les chasseurs, parce qu'il y a quelques jours, il y a eu un arrêté à cause de l'association One Voice, s'agissant du tir des pigeons au mois de mars, qui est la période justement où vous avez le semis. Donc les agriculteurs ont été un peu effarés parce que c'est les périodes justement où ils ont besoin qu'il y ait de la destruction de pigeons. Et suite à une association anti-chasse One Voice, eh bien la jurisprudence est tombée et donc ils ne peuvent pas chasser en mois de mars. On est exactement dans ce que vous disiez à l'instant. Comment est-ce qu'on peut faire justement pour réussir à coller, entre guillemets, les morceaux entre les chasseurs, les agriculteurs, les associations de protection de Je pense qu'il faut aller au plus près en réalité. Je pense qu'il faut aller au plus près pour l'ensemble de ces problématiques. Au plus près, ça veut dire vraiment au niveau départemental. Il faut que tout ça se fasse autour du préfet. Il faut qu'un certain nombre de personnes comprennent que la préservation de l'écosystème est fondamentale et que surtout la non-régulation d'un certain nombre d'espèces peut avoir des conséquences. C'est ce que j'ai essayé de dire à Yannick Jadot quand je l'ai vu, a des conséquences qui peuvent être extrêmement lourdes sur l'activité des agriculteurs, et c'est pas complètement anodin au moment où on parle de risque de famine mondiale, où le débat sur la souveraineté alimentaire se pose. Préserver le travail de nos agriculteurs, éviter qu'une surpopulation soit de sangliers, soit de chevreuils fasse des dégâts qui sont absolument considérables, c'est évidemment important. Mais c'est aussi, encore une fois, important dans le maintien de nos écosystèmes naturels, parce que je pense que s'il n'y avait pas de chasseurs, il n'y aurait plus de baie de la Somme, par exemple. Il y a un certain nombre d'endroits dans lesquels les chasses ont été interdites, et où, comme les chasses sont interdites, les chemins ne sont pas entretenus, et comme les chemins ne sont pas entretenus, même les promeneurs ne peuvent pas en réalité en profiter. Donc je pense que le mieux, c'est d'aller au plus près, soit départemental, soit même de bassins, en fait, parce qu'il y a des bassins de chasse, pour essayer de mettre de manière permanente les différents acteurs, en fait, de la biodiversité ou de l'usage de la nature ensemble. Moi, je veux créer un ministère de la ruralité. Ça sera aussi son rôle. Un grand ministère de la ruralité dont le rôle sera aussi d'avoir cette conversation permanente entre les uns et les autres pour éviter que, lorsque la conversation a lieu, ce soit sur des problématiques qui soient irruptives
et où chacun se braque dans son coin. Et dans ce ministère de la ruralité, vous regroupez la chasse, vous regroupez quoi d'autre? Je regroupe notamment la grande politique d'aménagement du territoire, de démétropolisation que je veux mettre en œuvre, parce que, vous savez, je pense qu'il y a aujourd'hui un grand déséquilibre entre les grandes métropoles et la ruralité. Donc c'est un ministère qui a vocation à réfléchir à l'ensemble de la vie dans la ruralité. La vie dans la ruralité, c'est évidemment l'agriculture, c'est évidemment la chasse, mais c'est aussi, encore une fois, tout l'ensemble de cet aménagement du territoire. C'est le retour des entreprises dans certains endroits, enfin, c'est les sorties d'autoroutes, c'est tout ça. D'accord. En 2017, Emmanuel Macron avait dit devant les chasseurs qu'il ne toucherait pas aux chasses traditionnelles. Il avait fait pas mal de promesses aux chasseurs. En même temps, il avait mis Nicolas Hulot, puis ensuite Barbara Pompili, qui ont été des ministres plutôt assez anti-chasse, qui depuis 2 ans n'ont pas discuté du tout avec les chasseurs et plutôt avec des associations anti-chasse. Ce en même temps d'Emmanuel Macron, sur la chasse, sur d'autres sujets, ça vous dit quoi? Et justement, vous, demain, si vous êtes élu, qui vous mettrez potentiellement, est-ce que vous avez déjà des idées à ce ministère de la ruralité? Est-ce que vous avez déjà des d'abord, évidemment, je peux avoir des idées, mais en l'occurrence, c'est le Premier ministre que je désignerai qui établira son gouvernement. Donc, on n'en est pas encore tout à fait à rendre public ce genre de nom. Quant à Emmanuel Macron, oui, il y a un en même temps, mais il y a un en même temps qui est quand même toujours soumis à l'Union européenne. Enfin, je dirais là, pardon, mais ça dépasse en fait. Beaucoup de personnes font des promesses aux chasseurs, comme si l'Union européenne n'avait pas son mot à dire. Ça dépasse la problématique de la chasse, c'est toute la problématique de la souveraineté nationale. Je veux dire, jusqu'à quel point nous avons la capacité de décider pour nous-mêmes d'un certain nombre de choses qui relèvent du fonctionnement d'un pays et ne relèvent pas obligatoirement de l'Union européenne. C'est un peu plus vaste et ça dépasse un peu plus la chasse. Mais moi, si vous voulez, ce que je voudrais que les chasseurs comprennent, c'est que, enfin, ils le savent très bien d'ailleurs, je veux dire, ils étaient 2,2 millions il y a encore 50 ans, ils sont moins d'1 million aujourd'hui. Ils ont le sentiment, parfois ils réagissent comme s'ils étaient en fait assiégés par des urbains qui n'envisageaient qu'une chose, c'est de gêner leur activité. C'est sûr qu'il y a des liens qui se sont distendus. Avec la chasse, entre la population française et la chasse, il y a des liens qui se sont distendus parce que les liens se sont distendus entre une grande partie des Français et la ruralité. Donc c'est ça aussi le rôle du ministère, c'est de recréer ce lien et puis peut-être d'expliquer à chacun quel est son rôle. C'est pour ça que je pense que les chasseurs devraient aussi, à mon avis, s'investir plus dans la vie politique, conseillers municipaux, les associations locales, parce qu'il faut que chacun puisse comprendre quelle est, encore une fois, l'utilité de la présence de chasseurs. J'ai eu l'occasion de dire 100 fois qu'en termes de régulation de la population, s'il n'y a pas de chasseurs, on va embaucher des fonctionnaires qu'on va payer pour faire le travail des chasseurs. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit fondamentalement utile d'interdire la chasse pour la faire pratiquer par des fonctionnaires payés par les contribuables qui déjà n'en peuvent plus. Donc ce que je comprends, c'est que finalement, il faut aussi que les chasseurs communiquent mieux sur leur passion, sur leur art de vivre, sur ce qu'ils font sur le terrain. Oui, j'en suis convaincu. Et moi, je ne vous cache pas que je regrette qu'un certain nombre de présidents, notamment le président de la Fédération nationale de la chasse, se positionne toujours politiquement, comme une forme, un petit peu comme un lobbyiste, quoi, qui vient dire tel président a beaucoup fait pour la chasse, tel président. C'est pas son rôle, je crois. C'est pas son rôle. C'est des chasseurs, il y en a de tout vote, je veux dire, et donc essayer de politiser en fait l'ensemble des chasseurs par l'intermédiaire de ces prises de position qui manquent à mon avis de neutralité, ça n'est pas non plus une bonne chose. Donc il faut que ça reste respectueux de l'ensemble des opinions et des positions des uns et des autres, et puis surtout essayer de se départir de ce qui est excessif, parce qu'on ne répond pas à des excès par des excès. Or, il y a incontestablement des excès dans des associations de protection animale dont certaines font œuvre de violence,
d'agressivité, d'agression. Et voilà, le mieux, c'est quand même d'essayer d'éviter les excès des deux côtés et d'éviter la radicalité des deux côtés. Voilà, éviter cette escalade, en fait, de la radicalité. Justement, vous touchez du doigt quelque chose qui n'existait pas avant. Aujourd'hui, on a des cabanes de chasse qui sont incendiées. Nous avons des gens qui viennent briser des boucheries, des piscicultures, des élevages de gibier. Pour se focaliser particulièrement sur la chasse, est-ce que vous, demain, si vous êtes élu, aujourd'hui, on a normalement, légalement, l'entrave à la chasse qui a été votée. Est-ce que les gens sont vraiment condamnés? Aujourd'hui, ce n'est pas le cas en fait. Vous avez des gens qui, tous les week-ends, vont ennuyer les chasseurs et qui ne sont pas condamnés. Oui, mais personne n'est condamné en France, c'est bien le problème. C'est pour ça que je suis candidate à la présidentielle, notamment. C'est pour que la loi s'applique. Je veux dire, non, mais personne n'est condamné, quoi. Il y a des multiples délits dont les auteurs ne sont jamais condamnés. Bon, là, il s'avère que les textes sont des textes, en fait, contraventionnels. Ce sont des contraventions de mémoire de la 5e catégorie. Il faut que ça le reste, d'ailleurs, parce que, bon, il n'en demeure pas moins que le droit pénal applique des peines en proportion, évidemment, des dommages qui sont causés. Mais les dommages à la propriété doivent être, évidemment, poursuivis et sanctionnés. C'est aussi pour ça que moi je souhaite sur le plan pénal la modification de l'opportunité des poursuites en légalité des poursuites. L'opportunité des poursuites, c'est on a tous les éléments constitutifs, on a l'auteur, mais on décide que pour X raisons on ne poursuit pas. Eh bien avec moi, à partir du moment où on a des faits constatés et on a des auteurs, on poursuivra. Moi je n'aime pas du tout cet état d'esprit de justice, de justicier. Voilà. Je veux dire, moi je participe de ceux qui essayent de proposer un projet pour améliorer la condition animale, mais je pense qu'il faut que ça se fasse au travers de la loi et les actions de pseudo-justiciers, je suis en désaccord avec cela. Alors, évidemment, c'est encore pire quand ça s'attaque à des boucheries ou à des choses comme ça, avec des actes de très grande violence. C'est inadmissible. Dernière question, vous avez dit à plusieurs reprises depuis un an que vous étiez contre la chasse à courre. Yannick Jadot, lorsqu'il vous a posé la question, si demain vous êtes élu, est-ce que vous allez l'interdire ou pas? Vous ne lui avez pas répondu. Donc je vous repose la question. Demain, tout comme la chasse à la glu qui est maintenant interdite en France, est-ce que vous interdirez la chasse à courre? Mais j'ai déjà répondu sur ce sujet en disant que moi, je n'ai pas le goût de la chasse à courre. Je veux dire, cette poursuite, en quelque sorte, la mort de l'animal, ça n'est pas mon goût. Mais comme je ne suis pas un dictateur, je n'ai pas vocation à interdire tout ce qui me déplaît, parce que sinon, ce serait quand même un petit peu embêtant. Donc, je sais très bien que c'est une chasse qui est une chasse ancestrale, mais je n'envisage pas de la prohiber. Elle a ses adeptes, elle a ses usages. C'est une tradition française. Elle ne nuit pas précisément à la conservation des espèces sauvages. Mais la vénerie, elle est aussi victime de certains de ses propres abus. Pardon, mais je pense qu'il y a un certain nombre de comportements qui ont détourné les Français et ont fait que beaucoup de Français sont aujourd'hui choqués parce qu'ils peuvent voir des comportements qui ne sont pas non plus sanctionnés. Donc ça va dans les deux sens, hein, vous voyez, à un moment donné. Et il y a eu un effondrement en fait, de l'image de la vénerie qui, si cette éthique synégétique ne se remet pas en place et n'est pas à nouveau respectée, entraînera à terme la disparition de la chasse à courre. Donc c'est en fait à eux aussi de faire cet effort-là de responsabilisation, éventuellement d'ailleurs de sanctions en termes d'obtention des attestations de meute. Je pense qu'il faut qu'ils réfléchissent à durcir les exigences, parce qu'encore une fois, une image comme celle d'un chevreuil abattu dans un village, etc., sont des choses qui choquent énormément les gens. Très bien. En tout cas, un grand merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et puis, on vous souhaite une très bonne fin de campagne. Merci beaucoup, c'est gentil.